Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bien, bonsoir à vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet espace littéraire à propos de deux beaux livres, deux belles œuvres qui sont sorties aujourd'hui. Pas aujourd'hui, cette année. Migration de Jimmy Suzanne et Bon Garçon, compliment égaré, excusez mon créole là. Je suis pas haïtien, donc c'est mes cousins là, de Fabriceville. Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Et je vais poser quelques questions à mes frères qui sont ici sur scène avec moi, ou du moins sur le plancher avec moi, à propos de ces œuvres. Mais avant, je vous demanderais peut-être en quelques mots de vous présenter chacun à notre cher public. Puis après, on pourra plonger dans la discussion même. Déjà, je vais tenir mon micro cool comme toi, là. Moi, c'est Jimmy Suzan. Je suis. Je travaille 25 ans en pub. Puis la bande dessinée est toujours quelque chose que j'ai aimé, que j'étais passionné. Je dessine depuis que je suis tout petit. Puis j'ai fait 25 ans en pub. Après ça, je me suis autopublié. J'ai décidé de rendre mon rêve réalité. Donc, j'ai autopublié des bandes dessinées de science-fiction. Et quand il était venu de passer aux choses sérieuses, pas que la science-fiction n'était pas sérieux, mais je voulais vraiment communiquer quelque chose de spécial. J'en ai parlé à La Pastèque, qui ont dit oui tout de suite. Et dès qu'on a signé, j'ai comme foncé. Puis j'ai travaillé très dur, puis ça a donné Migration. Merci. Euh, Fabriceville, je dirais que professionnellement, j'ai touché à plusieurs types d'emplois. Donc, j'ai de la pratique du droit au coaching sportif, au travail communautaire, social, l'activisme, les médias donc, qui m'occupent encore un petit peu. Donc, j'ai quand même, oui, touché à beaucoup de choses, mais j'ai toujours adoré l'écriture, j'ai toujours adoré écrire. Et le livre que j'ai publié en fait au mois de mars, c'est le résultat en fait de cette démarche-là de retour un peu à quelque chose que j'adore faire, qui est écrire, que j'ai déjà fait, oui par la chronique, oui par l'écriture de chapitres dans certains recueils collectifs, mais c'est la première fois que je me vois ou que je me suis permis d'être davantage, peut-être plus artiste dans ma manière de travailler. Merci. Et moi, je ne me suis pas présenté d'entrée de jeu. Je suis un artiste hip-hop. Je suis un historien aussi et je me spécialise en histoire afro-québécoise. Donc, la présence noire ici depuis les années 1600, depuis les débuts de la Nouvelle-France. Maintenant, pour commencer cette discussion par rapport à vos œuvres, elles ont beaucoup de parallèles, ces œuvres-là. C'est l'histoire de jeunes Haïtiens qui ont grandi ici, de parents haïtiens qui ont émigré ici dans les années 70. Et donc, j'aimerais commencer la discussion par les parents. Non, parce que bon, vous savez, on doit laisser la place aux aînés. Et le respect, on commence par le début. Le début, c'est pas nous. Le début, ce sont les parents, ce sont les ancêtres, ce sont les aïeux. Et donc, on doit donner ce respect-là. Et c'est pour ça que je voudrais commencer. Peut-être si vous pouvez nous parler du parcours de vos parents et de comment est-ce que vous avez vu, parce que vous commencez par le parcours de vos parents aussi, un peu comme des griots, et pas le plat, là, le griot, mais les Africains qui racontent l'histoire de ces lignées-là. Et donc, comment est-ce que vous en êtes venu à vouloir raconter l'histoire de vos parents d'abord pour vous raconter? Ouais, ben, je disais à Jimmy un peu plus tôt, on se parlait, puis je parlais des identités. Comme quoi, les identités, justement, commencent pas avec
nous comme individus et se termine pas avec nous comme individus. C'est quelque chose qui a émergé de notre conversation de tantôt. Je trouvais ça drôle parce qu'il y a un journaliste qui a apprécié mon livre, mais qui m'a fait la remarque. Il dit, ben, ton livre, on dirait, tu commences à parler de toi, mais ça prend du temps avant que tu commences à parler de toi. Puis lui, et puis je le dis comme ça, c'est un de blanc québécois d'ascendance canadienne-française. Puis je lui répondais avec le sourire, je dis non, 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 ça parle de moi dès le début. Mais t'as pas vu que c'est moi quand je parle de mes grands-parents, puis t'as pas vu que c'est moi quand je parle de mes parents. Donc je fais écho avec ce que tu nommes. Je pense que ce que j'essaie d'identifier là, c'est la tendance naturelle, en fait, à reconnaître que notre histoire, elle passe par les gens qui nous ont précédés puis les gens qui vont nous suivre. Donc, c'est pas une histoire individuelle, c'est une histoire qui est collective. C'est d'ailleurs vrai quand je pense à ton livre aussi, Jimmy, ben, je vois mon livre dans ton livre puis j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, vice-versa. On va y revenir, ça, j'imagine. Mais ta question, c'est par rapport à nos parents. Moi, ce que je nommerais, en fait, ce que je nommerais assez, pour dire simple, je commencerai par mes grands-parents pour dire que mes grands-parents étaient, du sens qu'ils sont aujourd'hui décédés, mais sont encore présents parmi nous, le rappel de valeurs, de postures, de rapport à la vie, de rapport aux autres que je valorise énormément. Et une forme de simplicité à la vie, mais qui est profondément ancrée dans un souci d'être en contribution et au service des autres. Ça, c'est vraiment mes grands-parents maternels que j'ai connus parce j'ai grandi avec eux, en fait. Ils étaient à la maison. Maintenant, je vois ça chez mes parents aussi, mais ce que je vois davantage chez mes parents, c'est le sacrifice au service des enfants. C'est les parents qui, dans mon livre, je parle, le chapitre qui les concerne davantage, le chapitre s'appelle Taxer, parce qu'ils ont, à mon avis, payé une taxe pour que mes frères et moi ayons la vie qu'on connaît aujourd'hui. Et ils l'ont fait sans jamais, durant ma jeunesse, parler de discrimination. Ils en vivaient, ils en vivaient énormément, mais des histoires pas possibles. Mais à travers tout ça, ils ont protégé un espace qui nous ont permis à mes frères et moi, en fait, de nous épanouir. Fait que je pense que la question de service et de sacrifice me vient quand je pense aux gens qui m'ont précédé, puis je ne serais pas aujourd'hui devant vous sans ces personnes-là pour ces raisons-là. Et pour Jimmy? Très bien dit. Écoute, oui, il y a beaucoup de similarités. Moi, j'applaudis tout le monde qui a dû laisser son pays d'origine pour planter des racines dans un autre pays, puis vivre le choc culturel, que ce soit la température, que ce soit le langage, que ce soit la discrimination raciale. Mes parents, ils en ont eu plein la gueule, comme on dit. Puis à ces années-là, c'était vraiment c'était très in your face. Là. Le monde, il ne gênait pas quand il voyait du monde vraiment différent. Cela étant dit, pourquoi j'ai commencé avec mes parents, c'est parce que je me suis rendu compte à un certain âge, parce que je suis un homme d'un certain âge, je sais absolument rien sur mes parents. J'ai grandi avec eux autres, c'est deux personnes qui étaient là, qui mettaient la bouffe sur la table, mettaient du linge sur nous, puis ils disaient va à l'école, puis ils disaient reviens avec une éducation, fais quelque chose de toi-même, on travaille très dur pour que tu aies des opportunités. Donc, à part ça, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Je n'ai pas vu de photos de mariage. Je n'ai pas de photos de eux quand ils sont jeunes. Il n'y a rien. Donc, on n'en a jamais parlé. Puis mes parents, ce n'est pas le genre qui parle non plus. Là. Puis ça, c'est quelque chose que j'entends qu'on retrouve souvent dans la communauté haïtienne. Peut-être pas juste la communauté haïtienne, mais dans ce cas-ci, eux, ils ont l'attitude de si on parle de nos affaires, le monde va l'utiliser contre eux. Donc, ils disent garde tes affaires pour toi. Il me disait tout le temps, raconte jamais tes affaires. Puis, en bout de ligne, quand tu arrives à un certain point, tu es comme, ben, je sais pas d'où je viens là. C'est le temps de passer à essayer de poser des questions, mais avec beaucoup de difficultés, j'ai eu des réponses. Mais grâce au Kalua,
j'ai eu des belles réponses de la part de ma mère qui me racontait tout. C'était vraiment la serrure là, dans C'est lui qui est une belle boisson. Délier la langue. Oui, brièvement, pour même illustrer à quel point, parce que je me retrouve dans ce que tu dis par rapport au fait que moi-même, il y a tellement de choses que je ne savais pas de mes parents, mais que le processus du livre a permis, parce que je me suis littéralement assis avec mon téléphone pour enregistrer la conversation, puis à poser des questions, puis à prendre des notes. Moi, j'ai appris que mon père est arrivé au pays un 24 décembre. Il est arrivé en 1978. Puis même quand il parlait, il était frigorifié en m'en parlant. Mais imaginez un homme qui arrive un 24 décembre dans un pays, au Québec. Puis après, ils ont été mariés. Puis là, j'ai fait le calcul. Ils se sont mariés en janvier 79. Là, j'essaie de comprendre, mais comment ça se fait que tu es arrivé le 24 décembre? Mes parents sont connus en Haïti. Mais mon père est arrivé 3 ans après ma mère. Comment ça, tu es arrivé le 24 décembre 78? Vous êtes mariés en janvier 79. Puis, de manière très simple, ma mère a dit, mais Immigration Canada nous exigeait de nous marier, sinon on ne pouvait pas continuer à être là. Donc, ma mère a emprunté la robe de ma tante. Ils se sont mariés. Mais c'est des histoires que je n'aurais jamais su si je ne m'étais pas dit, il faut que je pose ces questions-là. Donc, le savoir, les expériences, même des petites nuances, on les perd, en fait, si on ne prend pas la peine d'avoir cette conversation. Et puis, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est ça. J'avais pas l'éducation qui me permettait de poser ces questions-là. Donc, je voulais juste compléter avec... Absolument, merci. Et il y a tellement de similarités entre ces deux récits-là, c'est-à-dire l'ardeur de l'arrivée, la vie de couple aussi, le premier hiver. Donc, ce sont des expériences qui sont très similaires, un illustré en mots, l'autre en images et en mots aussi. C'est super bien fait. Je vous entends, j'ai des flashs de chacun de vos livres qui... toujours dans la section parents de la conversation, comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils se sont vus dans l'espace public, désormais, leur vie racontée à tout le monde comme ça? Jimmy, peut-être? Oui. Ben, c'est pas si pire que ça, genre. Ma mère, elle comprend pas trop la bande dessinée, elle sait pas par où commencer, là. Il y a des bulles partout. Puis, mais elle a reconnu mes dessins. Puis, elle s'est reconnue là-dedans. Elle a reconnu, moi, mes frères. Puis, quelques situations, là, donc, qu'elle m'avait racontées. Puis, c'était juste ma mère qui est tout petite, là, elle est minuscule. Voir le livre dans ses mains, il était gigantesque, là. Puis, mais elle était tellement contente, là. Elle avait l'air d'un petit enfant, là. Elle avait son petit sourire là, qu'elle a. Puis, elle était fière de moi. Puis ça, c'est comme... C'est plus que tout pour moi, là, tu sais. Mon père, ça, c'est une autre histoire. Bon, on va laisser ça comme ça. OK. C'est correct. Ouais. Dans mon cas, en fait, à la base, de manière générale, c'est toujours un défi de rédiger des récits de nature autobiographique. C'est courant que ça génère des questionnements sur comment faire ça en respect des gens qui sont des proches, familles, amis ou autres, même des gens qui sont des milieux professionnels. Donc, j'ai eu à naviguer à travers ça, puis j'avais toujours le souci de le faire dans non seulement le respect, mais rendre hommage à mes parents. Même quand je raconte des enjeux qui ne sont pas tout le temps roses, c'était toujours dans un esprit de faire une offrande un peu à mes parents. Dans ma démarche, c'était sûr que je ne voulais pas leur faire lire Ava parce qu'il n'y aurait pas eu de livre. Il n'y aurait pas eu de livre. Il n'y aurait pas eu de livre s'ils avaient lu une version avant la version publiée officielle. Et je vous raconte ça parce que ma mère n'avait pas encore lu le livre, que ma tante lisait le livre et l'appelait à toutes les minutes. Fabrice a dit ça, Fabrice a dit ça. Et même une fois, j'étais chez ma mère, puis j'ai dû lui dire là, faut que tu dises à Tati d'arrêter de t'appeler. Elle gâche ton plaisir. Fais-moi confiance. Ma mère a eu une question. Et entre autres, parce qu'il y a un chapitre qui parle de la correction physique que j'ai vécu et que plusieurs personnes ont vécu. C'est pas exceptionnel. Je pense que je l'écrivais pour parler de l'enjeu sociétal derrière.
particulièrement au sein de la communauté haïtienne. Elle m'a dit, est-ce que tu as écrit dans ton livre des choses que tu aurais voulu me dire, mais tu n'as pas pu me dire? Puis je lui ai dit non. Elle a dit, pas de problème. Elle, ça l'a mise en paix. Donc, il y a une relation de confiance, en fait, entre ma mère et moi qui permet ce genre de choses-là. Maintenant, mon père, il a fini de lire le livre. Puis, il m'a dit, j'ai lu ton livre. Je dis, OK. J'ai fini de lire hier. Je dis, OK. Il m'a regardé. Ben, j'ai rien pas posé comme question. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose. Il allait dire quelque chose. Il a dit, ben, ça te ressemble. J'ai. Mais est-ce que ça veut dire pour mon père? Parce que mon père est un homme, et en disant ça, je dévoile ce que je dis au sujet de mon père dans mon livre, mais aussi de plusieurs hommes haïtiens qui sont très, disons, refermés émotionnellement, disons ça comme ça. Mon père échappe pas à cette caractérisation-là. Il ne va pas dire « je t'aime, je m'excuse, je suis fier de toi ». Ça fait pas partie de son langage, en fait. Donc, il n'aurait pas pu dire « j'ai aimé ton livre ». C'est pas le genre de choses Donc, il va dire le plus possible qu'il peut dire pour me laisser savoir qu'il l'a aimé. Et il y a des choses de chez moi qu'il ne voudrait pas me voir en casquette aujourd'hui. Il ne serait pas fier de moi. Il y a un décorum qu'il n'aime pas. Donc, quand je dévoile les choses à mon sujet qui ne rentrent pas dans qu'est-ce qu'il lui souhaiterait, il reste avec ses distances. Donc, ça te ressemble veut dire je te reconnais dans ce que j'aime et ce que j'aime pas, et je te respecte là-dedans. Et donc, moi, c'est le signe que j'ai bien écrit le livre, parce que c'est fidèle à une personne qui me connaît très, très bien. Donc, c'est un accueil qui est égal à ce que je connais de mon père, en fait. Wow, vous êtes dans la conversation, là. Il y a un bel échange entre toi et ton père, là. Ben, on s'est dit ça, puis après, Comme, il y a beaucoup plus que je pensais, là. je suis fier de toi. 5 mots, il y a 5 mots, c'est bon, c'est bon. Alors non, ça te ressemble, c'est 3 mots, 3 mots. Oui. 3 mots. Oui, mais c'est quand même cool. Oui, oui, effectivement. Ouais. Maintenant, de vos parents à vous. Parce que forcément, ils vous ont légué une identité. Ils vous ont accompagné dans un vécu. Et cette identité haïtienne qu'on retrouve très forte en vous, qu'on retrouve très forte aussi à Montréal. Moi, étant un gars de Québec, afro-québécois, sénémoilou, sénékeb, je le vois à Montréal, cette haïtianité-là qui façonne Montréal, et ça depuis beaucoup plus longtemps qu'on se l'imagine. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous abordez votre identité haïtienne et afro-montréalaise aussi. Parce que, je veux dire, ça fait partie de votre œuvre et ce sont des œuvres afro-montréalaises, haïtiano-montréalaises. Donc, quel est le rôle de cette identité haïtienne-là pour vous dans vos œuvres et dans vos vies? Vas-y. Ah, OK. Ben, moi, c'est quand même haut en image, hein, fait que c'est très illustré. Ben, je m'identifie comme Québécois d'origine haïtienne. Ça a été quelque chose que ça a été, je pense, mais mon père n'a pas vraiment réalisé qu'est-ce que ça allait donner avoir des enfants ici au Québec. C'est souvent le cas. Il y a comme non seulement eux, ils ont vécu un choc culturel quand ils sont arrivés, mais aussi dans la maison, il y a comme différents points de vue sur le même sujet. Puis tu sais, c'est pas genre une façon de faire, puis that's it. Puis moi qui étais un peu, disons, têtu, mais toujours dans le respect, je posais des questions, puis il n'aimait pas ça. Fait que ça a été, c'était difficile d'accepter que moi, mon expérience haïtienne a été beaucoup axée sur la colère. Pas poser de questions, faut pas le regarder dans les yeux. Fais ce que je te dis, that's it. Genre, donc, moi, j'avais de la misère à être fier d'être haïtien. Puis en plus, on me racontait pas d'où est-ce que je venais. Tu sais, il n'y avait pas ça chez nous. Tu sais, puis tout ce que j'avais comme refuge, c'est la télévision, mais on s'entend qu'on va pas retrouver Haïti à la télé des années 80, là. Tu sais, à part Doualé, là, je connais pas d'autres personnages haïtiens là, qui étaient vraiment genre
qui allait faire la différence. Tu sais, Normand Brathwaite. Non, non, en plus, c'est pas haïtien, là, chez Denise, là, c'est, that's it, là. Tout à fait, hein, tout à fait. Merci. À grandir ici, j'ai, comme d'autres personnes issues de la communauté haïtienne, j'ai été conditionné à ne pas montrer la valeur de la communauté et de cette identité, de cette appartenance-là dans les espaces scolaires et professionnels. Donc, c'est presque comme si la couleur de peau trahissait quelque chose qui, autrement, n'était pas montré. Donc, la nourriture haïtienne pour mes camarades de classe goûtait pas bon, avait l'air dégueulasse. Et en fait, ils l'ont pas goûté, ils trouvaient ça dégueulasse. Donc j'ai arrêté d'apporter la nourriture. L'accent haïtien, j'en parle dans le livre, disparaît dès lors que j'ai commencé à fréquenter des groupes majoritairement blancs, et ainsi de suite. Donc, ce qui était associé à être professionnel n'était pas caractéristique de ce que je connaissais de la communauté. Et je pense pas que j'ai eu... En fait, il y a eu un peu de honte là-dedans, mais en même temps, j'étais très conscient, en fait, de la valeur de la communauté haïtienne, parce qu'à la maison, c'était quelque chose d'autre. Entre amis qui appartiennent à la communauté, c'est quelque chose d'autre. Il y a eu tellement d'espace où je suis capable de célébrer la communauté et mon appartenance, mais pas dans pas dans le hors du closet, donc dans l'espace public. Et pour avoir même eu un rôle dans l'espace public dans les dernières années, je pense pas que c'était quelque chose de caché, mais c'est quelque chose, c'est sûr que, par exemple, si j'écris une chronique dans la presse ou dans Le Devoir, mais la manière d'écrire, et aussi, il y a des codes, au-delà de l'identité culturelle, il y a il y a une exigence, c'est un 800 mots, c'est très analytique, c'est très dans le débat, donc c'est pas là que je vais exposer, en fait, quelque chose qui m'appartient sur une base très, très, très personnelle, parce que le style commande ça. Donc, le livre, ça n'a pas été comme une forme de... Je ne me suis pas précipité à le faire, mais ça a été comme une ouverture, une opportunité de dire, ben, si je suis pour écrire les histoires qui sortent, même je suis en train de bouger, ça vient naturellement. Elles vont révéler, en fait, des choses qui sont chez moi depuis tellement longtemps, mais qui n'ont jamais été mises en lumière. Donc, autant dans les couleurs, autant dans la manière d'écrire. La manière d'écrire est très dans le français, mais avec un slang montréalais qui implique le créole, qui des fois va faire des détours pour que les gens comprennent ce que ça veut dire s'ils ne parlent pas créole, des fois non. Donc, il y a vraiment, en fait, un choix conscient d'exposer davantage, plus de couleurs, qui sont plus représentatives, en fait, de qui je suis comme individu, que de garder, en fait, un cadre très défini. Donc, j'ai l'impression qu'au plan artistique et littéraire, ça donne quelque chose qui a plus de texture que si j'écrivais du français que j'ai appris à l'école dans le milieu juridique, ça n'aurait pas été agréable, en fait. Moi, ce que j'ai apprécié dans ton livre, c'est que tu parlais de code switching. Genre, tu as dû modifier ton langage pour pouvoir communiquer avec différents groupes de personnes. Puis, tu l'expliques tellement bien, là, c'est tellement, genre, hyper détaillé. Tu sais, je pouvais le voir, là, tu sais, je voyais des situations où ce que j'ai dit, bon, ben, peut-être j'enlève un peu plus de bass dans ma voix, puis je vois une petite voix Mickey Mouse, là, tu sais, pour paraître moins menaçant, parce que, j'étais plus grand que tout le monde. Ça m'a suivi depuis que je suis tout petit, là. D'ailleurs, quand je l'ai réalisé, j'ai réalisé que, hey, je suis plus grand que tout le monde. Fait que, pensez-vous. Puis une chose que je dirais, parce que là, on parle des différents livres, puis je pense que ça fait... une chose que je mentionnerais, c'est l'identité passe aussi, pas juste par les questions qui sont évidentes comme l'accent, ou la langue, ou encore la nourriture ou la musique, mais les expériences aussi. Et des fois, c'est même presque inconscient ou quasi semi-conscient. Dans mon livre, je parle de ma fréquentation du collège français, une partie de mon primaire et de la maternelle. Et ce que je trouve intéressant, qui fait le lien avec le fait que les livres ne sont pas que des individus ou des morceaux isolés. J'ouvre le livre de Jimmy, il décrit son expérience au collège français.
Mais c'est pas un hasard que tous les deux, on parle du fait qu'on est allé au Collège français parce que le nombre de parents haïtiens qui choisissent d'envoyer leurs enfants au Collège français, il y a du monde qui rit parce qu'ils sont allés au Collège français. Et à Stanislas, c'est que ça montre un Québec qui est raconté à travers la lentille de quelqu'un qui n'est pas ce qu'on voit généralement à la télévision, en fait. Donc, c'est pas un hasard de retrouver dans les œuvres des ressemblances de cette nature-là, même si c'est pas marqué, affiché qu'un drapeau expérience haïtienne. Mais on t'en va au Collège français, sur de Gaspé, haïtien. Merci. D'ailleurs, on reviendra sur différents de ces éléments-là. Les gens qui sont debout, si vous voulez venir vous asseoir, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de problème. Sentez-vous bien à l'aise, là, vous n'allez pas nous déranger. Et j'aimerais vous annoncer que on va faire 1h30 parce que je viens de faire seulement les deux premières questions. Donc, on reste... Non, c'est pas vrai derrière. Je fais des blagues. Les gens de la technique sont comme... Non, je fais des blagues. Maintenant, si tu sais, nous sommes 3 enfants des années 80-90 et vos œuvres sont truffées de références aux années 80-90. Jimmy, je vois tes références à Ronald Reagan, au E-Man aussi. Quand j'ai vu les E-Man dans le livre, j'ai tellement ri. Fabrice lui fait beaucoup référence au hip-hop. C'est-à-dire que chaque début de chapitre, il y a une citation d'un rappeur québécois, Manu Militari, Raccoon, SP, Mosaïen, J. Kill, même jusqu'à Rick Ross et les débrouillards. Je suis un enfant qui a la famille, d'abord et avant tout. Hein? Voilà. Et donc, j'aimerais parler de ce que ces cultures-là, que ce soit au Québec, aux États-Unis, nous a amené et en sous-question le rôle du hip-hop dans nos vies. Et donc, je commencerai peut-être avec tes référents des années 80 du moins, Jimmy, parce que toi, tu mets dans le livre comment tu as beaucoup écouté la télévision et cette influence-là. Puis ensuite, on pourra glisser vers l'apport du hip-hop dans nos vies. Cool. Ben, moi, j'ai grandi vraiment avec la face collée à la télévision parce que j'étais quelqu'un qui était attiré par les choses qui brillaient. Fait que quand j'étais dehors, je disais, hey, c'est brillant ça. Je disparaissais, puis mes parents me perdaient tout le temps, puis ils étaient tannés. Surtout ma mère, elle prenait tout le temps panique. Elle dit, toi, tu restes devant la télévision, that's it, tu bouges pas. Puis c'est là où ça a commencé, ma relation avec la télévision, les mangas, les émissions américaines traduites à TVA puis Radio-Canada. Là. C'est quelque chose que, plus que moi, j'étais porté à surtout faire appel à mon imagination. C'était un conduit qui venait directement, genre, à mon cerveau, puis j'étais comme, je fais juste absorber, au point où je me racontais des histoires, je voulais revivre des trucs, des morceaux d'épisodes, là. Je sais pas si vous connaissez Chips, là. Puis je jouais à Chips avec mon frère, puis on était en bécane, puis on patrouillait notre petite bout de rue, parce qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin qu'un certain point, là. Mais c'était quand même beaucoup de moments passés à inventer des histoires, vivre des situations qu'on a vues à la télévision, revivre des épisodes de Goldorak, là. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Puis, tu sais, la musique, of course, est venue par la bande. Tu sais, ça a commencé avec Michael Jackson, puis ça a tout changé. Je dis, pourquoi moi, mes cheveux sont pas comme ça? Je comprends pas. Puis, le hip-hop, quand c'est arrivé, oublie ça, là, ça a tout changé, là. Exact. Tout. Absolument. Merci. 100%. Puis peut-être avant de parler de hip-hop, je l'ai mentionné brièvement, mais moi, je suis un enfant du Canal Famille. Là, comme c'est, les émissions de télé de jeunesse, là, j'ai tout vu. Puis c'était pas Canal Famille, le week-end, il y avait Vasimolo, la fin de semaine, 0340 à la fin de la journée. Comme j'ai tout vu ça. Tu sais, donc la culture que les jeunes des années 80 regardaient, moi, j'ai baigné là-dedans. Donc, les émissions, mais j'ai un enfant d'1 an à la maison, des fois, je mets les chansons thèmes, puis je les chante, je les connais toutes. Tu sais, et je le dis, entre autres, parce que
j'étais... Je me reconnaissais dans les intrépides, moi. Ils n'avaient pas besoin d'être noirs. J'adorais les intrépides. Tu sais, j'appelle au secours, tu sais, sans perdre un instant. Les intrépides à court, tu sais, bref, là, ceux qui connaissent les références vont me suivre. Mais c'est clair, le canal, c'est canal famille. Je faisais partie de la famille. Donc, pour moi, la participation à la société québécoise est passée par la culture francophone d'abord et avant tout. Donc, c'est pas vrai qu'on peut pas se reconnaître dans une histoire parce que la personne n'a pas notre couleur de peau et pas de notre genre et pas de notre orientation sexuelle. Non, non. Les histoires, elles sont universelles quand elles sont bonnes. Puis la preuve, c'est que, tu sais ça, j'ai jamais senti le besoin de me dire, il faut que les gens à la télévision, ils me ressemblent. J'ai pas eu ça. Par contre, quand le hip-hop est arrivé, je pense que ça a comblé un manque que je n'avais pas soupçonné. Mais avant le hip-hop, il y avait quand même, c'est toujours anglophone, il y avait Fresh Prince of Bel-Air, il y avait The Cosby Show, il y en avait d'autres, Arnold et Willie. Donc, il y en avait plusieurs des shows différents. Mais le hip-hop, c'est un art particulier. Et même, j'avais 4 ans, puis il y avait Michael Jackson que j'écoutais, même 3 ans, je me souviens, j'étais en Floride avec ma famille, puis j'écoutais Thriller, c'est vraiment, vraiment cool. Et donc, et le hip-hop québécois en particulier, quand on pense à des mosaïennes, moi plus vieux, j'étais connu Webster, mais mosaïenne, j'avais 14 ans quand j'ai entendu la vie de Sinek. Je dis, wow! Il mélange le français, l'anglais, le français, le créole, un peu de l'anglais là-dedans. C'est comme capoté de dire que c'était une possibilité, en fait. Et ça, je pense que le hip-hop, en cela, est extraordinaire, d'autant plus que ça raconte des histoires vraies. C'est du meilleur journalisme à plusieurs égards que ce qu'on vit dans les médias encore aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas racontées dans les médias aujourd'hui que le hip-hop raconte. Mhm. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage au hip-hop dans mon livre, parce que des fois, j'écris 3-4 pages, mais ça prend un verse, 4 bars, pour qu'ils disent exactement qu'est-ce que j'aurais voulu dire. Je vais le mettre dans le livre, ils vont le raconter mieux que moi. Quand Wu-Tang dit « Cash rules everything around me », Clean get the money, ça parle de l'importance de l'argent mieux que plein de choses qui ne le décrivent pas. Puis je conclurai sur une chose qui est importante que je réalise aujourd'hui par rapport au hip-hop. C'est que 3 personnes noires avec un micro dans les mains dans un salon du livre qui parlent en français de leurs livres qu'ils ont écrits, dans un certain espace-temps, c'est de la science-fiction. C'est pas possible. Il existe littéralement, puis moi, je vois pas le temps comme étant linéaire. Ça veut vraiment dire que, même pour aujourd'hui, il y a des gens pour qui c'est une impossibilité ce qu'on fait présentement. Ce n'est pas possible parce que nous ne sommes pas des humains aux yeux d'une certaine manière de penser. Mais des phénomènes comme le hip-hop brisent ça. Le phénomène comme le hip-hop, en fait, parce que ces enjeux-là, je les parle, mais il va y avoir une conclusion, puis je sais que le temps avance. Mais c'est parce que ces manières de penser-là génèrent une énorme souffrance. Elles exigent que la personne noire vive dans un univers qui l'assujettit à une oppression terrible. Et la question qui se pose, c'est où se trouve la joie dans cet écosystème-là? Donc, on vit nos vies sans se recroqueviller sur nous-mêmes, sans être comme, la vie. Mais la joie, elle est toujours conditionnée avec l'existence de ce phénomène. Et donc, l'interstice, c'est souvent la création, et le hip-hop permet ce genre de capacité à pouvoir voir les troupes et dire, on va faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, ça va devenir la référence culturelle mondiale, mais personne ne va s'en rendre compte, mais ça va être ça pareil. C'est ça qui va arriver. Et donc, pour moi, le hip-hop, c'est ça que ça a fait. Ça a permis ça. Donc, je célèbre le hip-hop pour cette raison, en fait. Absolument, ça joue un rôle fondamental pour nos générations, pour nos identités. Et tout d'un coup, on se voyait dans un médium artistique. C'est justement ça que j'allais dire. Ah, vas-y. Vite, là. Non, prends ton temps. Ouais. Vite, je pense que c'est... tu sais, Run DMC, c'était vraiment cool, puis c'est vraiment les débuts. Mais je pense que c'est le moment où est-ce que le rap et le hip-hop ont fait une claire différence. Ce qu'on appelait le philosophy rap, De La Soul, Jungle Brothers, KRS-One, tu sais, genre Queen Latifah.
c'était vraiment un mouvement qui était pro-black, mais qui était dans la célébration de la culture. Puis ils mettaient, même si c'était un badge avec l'Afrique dessus, je pouvais genre, je me retrouvais là-dedans. Tu sais, là, c'est la première fois où est-ce que j'étais comme, c'est tellement beau être noir. Tu sais, c'est tellement une belle culture. Tu sais, puis tu voulais en faire partie, tu voulais t'habiller comme eux autres, tu voulais genre parler comme eux autres. Puis pour moi, c'est je pense que c'est la plus belle période du hip-hop, ces années-là, je trouve. Puis ça me fait sonner vraiment vieux, là. C'est comme dans mon temps, le hip-hop, c'était... Mais c'était ça, bro. Ouais, c'était du boom bap, là. C'est quoi le sprinkler, là? Non, c'est pas ça, là, tu sais. Mais, Non, absolument. Ça nous a donné une fierté, un moyen de s'affirmer aussi. Ça est devenu un porte-voix pour nos générations, ce que nous sommes. Et ça nous a permis aussi d'exprimer nos réalités qui n'étaient pas dans l'espace médiatique et culturel ici. Et donc, le rôle du hip-hop, c'est vraiment important. Et donc, il nous reste très peu de temps. Et donc, je vais essayer de rassembler toutes mes questions en une question. Tout ce qui nous reste. Parce en fait, il y a deux éléments que j'aimerais aborder avec vous. Et je pense que les réponses risquent d'être longues. Donc, je vais les poser tout de suite. Et prenez votre temps là. Je pense que c'est important. Mais donc, ces deux questions que je vais vous poser, c'est notamment, ben, les trois, il y a des expériences communes dans le sens qu'on est trois nerds. On va se le dire. On est trois nerds, mais qui ont grandi dans des quartiers mouvementés. Tu vois, toi, Jimmy, je pense que tu as grandi dans NBG. Fabrice dans Saint-Michel. Anjou, puis fait Ouais, moi, à Limoilou, à Québec, qui a ses enjeux aussi. Trois nerds dans ces quartiers-là. J'aimerais entendre d'abord qu'est-ce qui vous a amené à rester focusé. C'est-à-dire que vous avez dû connaître comme moi des gens qui ont pris, j'appelle ça le sentier gauche, le chemin gauche, qui n'ont pas survécu littéralement à notre jeunesse, des gens qui n'ont pas réussi à se rendre jusqu'à aujourd'hui ou qui désormais sont des morts vivants, comme je les appelle aussi, qui sont debout, mais l'esprit est parti. Et donc, qu'est-ce qui vous a permis finalement de vous rendre jusqu'ici assis, ici au Salon du Livre, garder ce focus-là à travers ces quartiers dits mouvementés? C'est des euphémismes, mais vous comprenez exactement ce que je veux dire. Et ma sous-question par rapport à ça, et c'est lié à la question des quartiers, c'est quoi vos stratégies de survie en tant qu'homme noir dans nos sociétés? Tu sais, Jimmy, tu fais référence au visage fâché dans ton livre, ce que chez nous, à Québec, à Limoilou, on appelle ABM, Angry Black Men, tu vois. Et Fabrice, dans ton livre, ben, on a une stratégie, j'ai l'impression, qui parfois est inverse, qui est, entre guillemets, le noir souriant. Tu vois ce que je veux dire? Qui permet de passer, de slalomer à travers tout ça. C'est une large question, mais pour le temps qui nous reste, j'aimerais vous entendre sur ces deux questions-là. Vos stratégies de survie étant jeune dans ces quartiers-là et maintenant en tant qu'homme noir dans nos sociétés. Vas-y, s'il te plaît. Ben, tu l'as dit, hein, j'avais ce que j'appelle la phase du black fâché, là. Déjà, en première année, ça m'a sauvé de plusieurs situations. Je suis pas quelqu'un qui est violent, qui aime la violence, qui célèbre la violence. Je pense que ça arrivait à un moment donné où est-ce que je me suis fait intimider, puis par moyen de défense, ce masque-là que je me suis mis, que j'ai gardé toute ma vie adulte, m'a sauvé de pas mal de situations où est-ce que ça aurait pu vraiment mal se passer si j'avais pas ce masque du black fâché, là. Puis ça a commencé tout jeune, à part me laisser aller dans mon imagination, puis de rester le plus loin des situations où est-ce que je pourrais me mettre dans le trouble, de peur de manger 2-3 coups de ceinturon en rentrant à la maison, là. Je suis resté vraiment genre tranquille, puis je me posais des questions, je dessinais, je me racontais des histoires, puis ça m'a aidé dans ma carrière en publicité de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir vendre un concept, de pouvoir
accepter la critique, de pouvoir pivoter, prendre une critique, pivoter, puis proposer quelque chose d'autre très vite. Euh, donc, ça a toujours été présent avec moi. La phase du Black Fascist, c'est moins important maintenant, mais il y a des moments où est-ce que on veut rester tranquille tout seul, puis ça vient par défaut, là. Je peux pas le contrôler des fois, là. C'est un réflexe. Mais c'est vraiment des choses que j'ai gardées avec moi. C'est mon imagination, puis ce masque-là, ça m'a suivi, puis ça m'a servi beaucoup dans ma vie. Merci, Fabrice. Ben, ce que je dirais, c'est qu'il y a bien sûr plusieurs facteurs qui influencent le parcours d'une personne, la personne elle-même, mais je porte la croyance que une personne est toujours ancrée dans une écologie. Donc, au-delà de son bon vouloir, il y a toujours l'écosystème. Donc, oui, il y a le quartier, mais il y a les parents, il y a la famille. J'ai une famille qui est très communautaire, en fait. Les écoles que j'ai fréquentées, puis c'est un peu, pour faire le lien avec ce que tu nommes, mon parcours a pas mal été celui qui est bien accompagné et qui a aussi la facilité dans les milieux où on nous demande de performer à un très jeune âge à l'école. Enfin, appelons ça l'école. École qui, dans l'étymologie, veut dire loisir en passant. Ça va pas, 5 minutes. Mais qui n'est pas tout à fait un loisir. Et donc, j'ai pu, disons, gravir les échelons de ce qui nous est demandé de gravir en étant le conforme à ce qui est, disons, exigé. Et c'est pas mal comme ça que c'est pour ça que je suis ici, en fait. Disons ça comme ça. Après, il y a certaines nuances parce que j'aurais pas écrit un livre, je ne m'étais pas questionné sur ces choses-là, mais le fait que je puisse aujourd'hui quand même m'affirmer professionnellement, etc., provient de cet accompagnement-là qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui, quand même, relève d'une certaine forme d'adhésion à des idéaux qui méritent d'être mis en question, notamment, en fait, l'école, qui est une passion pour moi. Je pense que l'école a vraiment, vraiment, en vrai, des problèmes, particulièrement en 2025, avec les défis qu'on rencontre localement et mondialement. Maintenant, ce que j'aurais tendance à dire par rapport aux stratégies, j'ai pas de réponse définitive, mais je suis beaucoup présentement dans l'acceptation du fait que la société comme la nôtre, une société comme la nôtre, par design, n'est pas faite pour des personnes noires. L'impact de prendre ça comme réalisation est quand même difficile. Mais cette acceptation-là, pour moi, elle m'aide à pouvoir naviguer dans notre société. Et puis, je suis sûr que je dis ça, puis il y a des gens qui vont dire, mais là, il exagère. C'est parfait. Si j'exagère, c'est pas normal, en fait, qu'une personne fasse une blague avec le mot en haine sur un arbre, puis qu'il prétende qu'il l'a jamais dit, mais qu'il soit admis à la télévision pour dire ça. Et c'est pas normal non plus que tout le monde regarde ça en disant c'est dommage scandaleux, alors que tous les jours, des personnes noires vont voir des gens qui nient le racisme et qui nient leur geste raciste. Et donc, c'est pas juste scandaleux, c'est représentatif. Mais il n'y a pas d'espace pour en parler. C'est pas normal qu'on ait dans le show le plus regardé au Québec un individu qui propage des théories arriérées des années 1800, en fait. Ce n'est pas normal. Tu regardes ça, puis c'est pas juste l'individu, c'est que nos systèmes admettent cela au nom, en fait, de principes comme la liberté d'expression, mais une liberté d'expression à géométrie variable. Une personne qui est consciente de tout ça n'a pas le choix de se dire, je regarde ça, puis je me dis, la société n'est pas faite pour une personne comme moi. La vie, elle est faite pour moi. Mais la société est une construction. Et où est-ce que je trouve de la vie? C'est ça la question. Et si je le ramène aussi à mon rôle d'auteur, je le vois. C'est des questions qui m'habitent énormément.
je le disais à Webster et à Jimmy un peu plus tôt, je ne sais pas combien de milliers de personnes sont ici en ce moment, mais combien de personnes ont lu des livres de personnes afrodescendantes? Une infinité, un infime pourcentage. Et donc, je le dis comme étant une invitation à dire, lisez nos livres, parce que nos livres parlent de choses que vous ne verrez pas ailleurs. Mais le milieu est quand même difficile, parce que il va y avoir des gens qui vont être dans les médias qui vont penser que nos livres sont que pour les Haïtiens. Il va y avoir des personnes, moi, et là, en entrevue, les gens qui vont me dire, Fabrice, à l'heure de grande écoute, explique-moi, t'es polarisant. Je suis polarisant, pourquoi? Parce que je parle de sujets qui mettent en inconfort. Donc, le fardeau, en fait, de percer comme auteur est difficile. Et excusez-moi, je prends du temps, mais le fardeau il est difficile. Puis je vais le dire avec tous les respects que j'ai pour les gens qui nous ont précédés, il ne faut pas que pour qu'on ait un auteur à succès, que son titre porte sur le fait de faire l'amour avec une personne noire. Avec tout le respect. Et c'est pas contre l'auteur. C'est par rapport à ce que ça prend pour être connu. Et donc, moi, par rapport à tout ça, ce que je me dis, c'est l'idée de vendre plusieurs livres me parle. Mais il faut que je vois, comme les gens du hip-hop, mon succès différemment. Et mon succès, je le vois quand une personne vient me voir et dire « ça m'a touché ton livre » et qu'on a une conversation, qu'elle soit noire, qu'elle soit pas noire. Mon métrique de succès, il se situe là. Donc, ça revient à la stratégie de survivre là-dedans. Si je me bats pour pouvoir être populaire, ça ne fonctionne pas. Puis on s'en est parlé, toi et moi, de dire c'est du travail, tout ça. Donc, longue réponse, mais des réponses pour dire que finalement, je pense que c'est important de reconnaître cet élément-là, que la game n'est pas pareille pour tout le monde, qu'on soit auteur ou pas auteur. Et je crois que this is life, this is just life. Puis de trouver les interstices où il y a de la vie, puis une bonne conversation comme aujourd'hui, pour moi, c'est vivant. Je rentre chez nous, puis je suis comme, I feel good about it. Good. Eh bien, merci à vous, chers membres du public. Jimmy Suzan, Fabrice Ville, je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Merci pour votre présence, votre écoute, puis on se revoit sur le plancher.